bonjour à tous. Bonjour. Je vais démarrer le webinaire qui nous réunit aujourd'hui sur le thème de la terre crue. Donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire, donc Gwenaëlle Chabroulet, DGA d'Arpas France, qui est un webinaire qui sera animé et présenté par Xavier Lassuderie-Duchesne, qui est à mes côtés, directeur de projet dans le pôle immobilier responsable d'Arpas France, expert des matériaux bio et géosourcés, qualifié technique de construction terre crue, certifié construire en chanvre et certifié Propaille, et que vous aurez peut-être déjà eu l'occasion d'écouter, soit au salon Bas Carbone au début de cette année, soit lors de webinaires précédents animés sur ce sujet des matériaux bio et géosourcés. En guise de mot d'introduction, donc je souhaiterais faire un rapide retour sur le SIPCA, le salon immobilier bas carbone auquel Arpas France a participé. Et au-delà du succès de ce salon qui nous a évidemment motivés et qui nous motive pour poursuivre dans notre engagement pour un immobilier responsable, je peux vous dire que ce sujet qui nous réunit ce matin, à savoir les matériaux bio et géosourcés, ont animé notre stand avec des questions sur le où, le comment, le pourquoi et surtout comment mettre en œuvre sur ces projets et comment accélérer ces filières très prometteuses que sont celles des matériaux bio et géosourcés. Et également, je crois que Batimat qui se tient donc est aussi un salon où ces solutions sont mises à l'honneur en ce moment. Donc, beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes et des questions auxquelles Xavier va vous aider à trouver des réponses ou des débuts de réponses quand les réponses sont plus complexes ou nécessitent l'intervention de parties prenantes nombreuses, dont les parties prenantes des sujets réglementaires. Je vous informe que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement pour la production d'un replay. Donc, vous pouvez trouver nos replays sur notre site internet arpastrans.com. Et donc, vous retrouverez d'ailleurs notamment le webinaire qui a été animé sur le béton de chanvre par Xavier au début de cette année 2022. Je voudrais céder la parole très vite à Xavier, mais bon, tout d'abord, quelques mots sur l'entreprise. Donc, Arpas France, notre vocation, c'est d'accompagner les transformations de l'immobilier. Donc, celles-ci sont celles de l'usage, elles sont celles des techniques, dont celles des techniques des matériaux, donc qui va être le sujet de ce matin. Et par ailleurs, donc Arpas France est une société Bicorp, la première, mais maintenant rejointe par beaucoup d'autres acteurs de l'immobilier pour créer un impact positif avec nos parties prenantes sur les villes et sur l'immobilier. Donc, Arpas France, nous avons décidé de travailler déjà depuis de longues dates sur 4 grands fondamentaux qui sont des solutions pour la transition et l'adaptation au changement climatique, agir pour la biodiversité et pour le vivant, créer des meilleures conditions de santé et de bien-être et de qualité de vie totale pour l'ensemble des personnes et des citoyens, et penser de nouveaux usages et un digital qui soit adapté, puisque ce virage du digital, il s'invite dans tous nos modes de vie et dans tous nos modes de production. On a un accompagnement qu'on a à dire multifocal, c'est-à-dire qu'on travaille pour tout type de projet, des rénovations, des réhabilitations, des constructions et des aménagements intérieurs et extérieurs par nos différents pôles d'activité que vous verrez juste après. Et nous travaillons sur toute typologie d'actifs, à savoir les bureaux, les logements, les équipements publics et privés, d'enseignement, logistique, industrie, commerce, à l'échelle soit urbaine, soit à l'échelle des bâtiments, des actifs, pour les promoteurs, pour les foncières, pour les investisseurs, pour les utilisateurs, pour toutes les parties prenantes et la filière de l'immobilier. Donc, les 4 pôles d'activité qu'on met au service de nos clients, c'est le pôle immobilier responsable, donc sous le nom d'Astrance, qui intervient sur les trajectoires bas carbone, les trajectoires d'économie circulaire, sur les trajectoires de santé bien-être, d'efficacité et de sobriété énergétique. Et donc, les sujets qui font aujourd'hui le développement durable dans l'immobilier. La biodiversité, la biophilie, que vous connaîtrez peut-être sous le nom de Gondwana. Notre pôle conseil et innovation, qui travaille sur les sujets d'AMO, de programmation, de digital et de nouveaux usages. Et enfin, notre équipe design et aménagement intérieur qui se focalise sur les aménagements intérieurs et comment sont-ils des leviers de performance des organisations et aussi des leviers de qualité de vie pour les utilisateurs de ces bâtiments. Juste un petit focus et je cède la parole à Xavier. Donc, Astrance, le pôle immobilier responsable, donc travaille à plusieurs échelles, celui du conseil et de l'innovation durable, par le biais de l'accompagnement de nos clients sur la définition de stratégies et de politiques en matière d'énergie, de carbone, de santé bien-être, de RSE, d'inclusion, d'impact positif.
de la conduite de projets durables qui passent par des certifications, des labellisations, avec l'ensemble des certifications et des labellisations qui sont utilisées aujourd'hui sur le territoire français, et ce, pour les bâtiments en rénovation, en exploitation ou en construction, et ce, soit avec la finalité d'obtenir un signe de valeur extérieure, soit dans le cadre de démarches qui peuvent tout aussi avoir de la valeur pour les projets. Et enfin, l'ingénierie de la performance. Nous travaillons sur les sujets de simulation énergétique aérolique, sur les bâtiments bas carbone, les commissioning, les analyses de cycle de vie, l'ingénierie qui vous permet de concevoir durable vos bâtiments et vos quartiers et qui aussi permet de diagnostiquer et mesurer par le biais du commissioning une fois la livraison et l'exploitation mise en œuvre sur vos projets. Voilà, ce panorama étant fait, je cède la parole à Xavier qui lui-même va vous donner l'agenda de l'heure qui suivra et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer cette présentation, on va attaquer le vif du sujet selon les 5 points suivants. Et donc, on va commencer par la base, disons, c'est vraiment parler de la Terre. Qu'est-ce que c'est la Terre, comprendre ses caractéristiques et pourquoi on peut construire avec. Première chose, déjà, bon, la Terre, ça fait partie des matériaux géosourcés. D'accord, donc c'est des matériaux issus de ressources d'origine minérale définies par la norme suivante. Et donc la terre crue en fait partie. Alors j'insiste bien sur terre crue, hein, ne pas confondre avec la terre cuite, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés, que ce soit environnementales et physiques. Et donc avec ça, on peut faire de la structure, des enduits, des cloisons, des revêtements de sol. Enfin, il y a pas mal de choses dont on va pouvoir détailler les éléments après. Alors pour commencer déjà la pédogénèse, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de la terre et comment elle se forme très rapidement. À la base, on a de la roche. Et donc, sous l'effet du soleil et des changements de température, elle va se dilater, se contracter. Donc, ça va créer tout un réseau de fissures dans lesquelles la pluie, donc l'eau, va s'insérer. Et donc, le caractère acide de la pluie va continuer à altérer ces roches. Et ensuite, on a de la végétation qui va se mettre en place, des micro-organismes, et donc qui vont aussi participer à l'altération de la roche. Et in fine, ça va créer un petit peu trois couches différentes. Hein. Donc, on a la roche, qui est la couche C qu'on a ici. On a la couche B, qui est vraiment la terre dont on va parler ici. Donc, c'est une terre, c'est minéral. Hein. C'est vraiment l'altération des minéraux. Et la couche A, qui est l'humus. Et donc, à ne pas confondre avec la terre. L'humus étant de la matière organique en décomposition. Donc, c'est toute la première couche qui est très noire avec une odeur organique et qu'on ne va pas du tout utiliser dans la construction. Nous, on va se contenter d'utiliser la couche B, donc qui est vraiment la terre et qui, elle, est minérale. Et donc, cette terre, elle est composée de différentes tailles de grains, finalement. Donc, ça va des plus gros grains qui sont des cailloux, en passant par les graviers. Et au final, l'essentiel, ça va être du sable, donc avec une certaine taille, des limons qui sont plus fins. Et enfin, la couche la plus fine, ce sont les argiles. Et donc, ces différentes granulométries, en fait, c'est issu de la dureté de la roche, des différents minéraux. Ils vont finir soit comme des feldspaths, plutôt une sorte de scoop qui va faire des argiles, soit si c'est des quartz, c'est beaucoup plus dur et ça va plutôt faire des sables, par exemple. Et donc, ce qui nous intéresse de manière prioritaire là-dedans, ce sont les argiles. Donc, vraiment, les grains les plus fins. Pourquoi alors, on voit ici, par exemple, des représentations, des images au microscope d'argile, d'accord. Et en fait, les argiles, c'est composé de millions de petits feuillets, comme ça, comme un livre quelque part. Et donc, ça, c'est une caractéristique essentielle parce que, en fait, on a une surface développée de ces argiles qui est conséquente. Alors, il y a beaucoup d'argiles différentes, hein, donc qui ont plus ou moins de surface, mais sur 1 gramme d'argile, on peut, si on développe toute la surface des feuillets ici, ça peut représenter 10 à 800 mètres carrés de surface. Donc, c'est juste gigantesque. Et donc, c'est cette caractéristique-là qui fait que l'argile va former le liant de la terre comme le ciment pourrait l'être pour le béton, par exemple. Donc, je vais expliquer ça un peu plus en détail après. Il y a une autre chose à comprendre, c'est la relation de la terre avec l'eau. D'accord, on a de la terre sèche à la base, plus ou moins sèche en tout cas, et on vient y ajouter une certaine quantité d'eau à l'intérieur. Et donc cette quantité d'eau, en fonction de la quantité qu'on en met, on va changer les états de la terre. Et donc il y a 5 états fondamentaux de la terre qu'il faut bien comprendre. C'est ces états-là qui vont du plus sec au plus liquide. Donc la terre à l'état sèche, bon, c'est une terre sans eau, donc il va pouvoir se découper, se creuser. À l'état humide, la terre va pouvoir se compacter ou se comprimer. À l'état plastique, elle se façonne ou se moule, donc c'est vraiment comme de la pâte à modeler. À l'état visqueux, elle peut s'étaler ou se couler. Et enfin, à l'état liquide, bon, c'est du liquide, ça peut à la limite faire de la colle. Et donc, ces différents états, en fait, vont conditionner des caractéristiques physiques de la Terre. Typiquement, on a ce petit graphique ici. On voit pour une terre une teneur en eau qui va augmenter
en abscisse, et en ordonnée, le résistance au cisaillement. Et donc, on voit que il n'y a aucune résistance au cisaillement pour une terre sèche ou humide, et à partir d'une certaine quantité d'eau, donc c'est les terres plastiques, on va avoir quelque chose qui se façonne sans fissurer. Et donc, c'est une bonne résistance. Et quand on rajoute encore plus d'eau, finalement, ça va faire un état visqueux puis liquide, et ça ne se tient plus. Donc ça, c'est quand même assez important à comprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'en fonction du type de terre, là, par exemple, on a 3 terres différentes, avec une teneur en eau ici. Les états vont être atteints pour différentes quantités d'eau. En fait, ça dépend d'une quantité d'argile, de sable, etc. Et donc, on va avoir quelque chose d'assez différent en fonction de chaque terre. Voilà. Ensuite, la terre et l'humidité. Donc ça, c'est aussi important à comprendre. Bon, on a mis de l'eau, etc. Ensuite, elle va sécher, cette terre. Mais il y a toujours une humidité de l'eau qui va rester à l'intérieur, puisque c'est un matériau qui est poreux et hygroscopique. Donc, en fait, c'est composé de millions de petits pores. Et puis, tous ces feuillets d'argile, il va y avoir de l'eau qui va être entre ces feuillets. Et donc, en permanence, il y a en fait un état d'équilibre qui se fait avec le milieu extérieur. C'est-à-dire que, comme on le voit sur ce graphique, on a une humidité relative extérieure, par exemple, qui augmente. Et du coup, on a une teneur en eau de la terre qui va augmenter aussi sur tous les types de terre. Et donc, ça, c'est important à comprendre puisqu'en fait, l'eau, elle va être présente dans la terre, dans ses pores, sous 2 états, un état vapeur et un état condensé capillaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand les molécules d'eau vont s'accumuler sur une paroi ici, des 2 côtés, au bout d'un moment, il va y avoir un pont qui va se faire et donc ça va condenser. Et donc, cette eau, c'est pas vraiment de l'eau liquide parce qu'elle n'est pas disponible, elle est enfermée. C'est ce qu'on appelle de l'eau condensée capillaire. Et donc, cette caractéristique, c'est essentiel à comprendre pour la suite, pour comprendre en quoi il y a un intérêt de la terre pour le confort d'été, les caractéristiques de régulation hydrothermique, etc. Donc, tout ça nous amène aux propriétés fondamentales, finalement, de la terre. Donc, il y en a différentes. Déjà, il y a sa texture. Donc, ça, c'est assez simple, c'est sa composition granulaire. Donc, c'est la proportion des différents grains, donc d'argile, de limon, de sable notamment. Voilà. Ensuite, il y a la compressibilité. Donc ça, c'est fondamental pour toutes les techniques qui fonctionnent par compression. Donc typiquement le pisé ou les mecs de terre compressés. Et donc en fait, cette compressibilité, en fait, tout simplement, par exemple, si on met dans un tube une certaine quantité 1 de terre, en compressant, on va réussir à faire un volume 0,5 de terre, par exemple. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est que comme on voit sur l'image qui est ici, les petits grains vont en fait s'organiser et passer entre les groupes. Et donc, on va pouvoir diminuer le volume de cette terre. Et donc, plus une terre est équilibrée, donc avec des grains de toutes les tailles, plus on va pouvoir la compresser. Ensuite, il y a la plasticité. Donc, c'est le fait qu'une terre peut se modeler comme de la pâte à modeler sans fissurer, sans casser. Et ça, c'est très lié peut-être à la propriété fondamentale qu'il faut comprendre, c'est la cohésion. Donc, c'est en fait le fait que les composants de la terre restent associés. Et donc, cette cohésion, elle se fait grâce aux argiles, qui est le liant, essentiellement, hein, et à l'eau. Et en fait, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un TP de chimie, par exemple. Vous prenez 2 lamelles de verre, comme on voit sur le schéma ici que je suis en train de montrer avec ma souris. Vous mettez une goutte d'eau entre les 2. Et ensuite, vous pouvez tirer dessus pour les séparer. Il faut vraiment développer une force quand même relativement importante. Là, sur le schéma, on peut mettre un pot ici de plusieurs centaines de grammes et ça ne détache pas les deux lamelles. Et donc ça, c'est lié à quoi? C'est lié en fait aux forces de capillarité de l'eau, force de Van der Waals. C'est la même chose, par exemple, avec un tube qu'on met sur une goutte d'eau, où l'eau va remonter plus ou moins dans le tube en fonction de son épaisseur. Et en fait, ça, c'est lié aux caractéristiques cationiques de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, les atomes d'hydrogène, comme on voit ici, sont chargés positivement, ceux d'oxygène négativement. Et en fait, ils vont avoir tendance à vouloir se lier préférentiellement avec certains matériaux solides plutôt qu'avec l'air. Donc, c'est ce qui fait que ça va remonter le long des parois ici. C'est ce qui fait que ça va coller ces 2 plaques entre elles. Et donc, cette force-là, si on imagine que dans 1 gramme d'argile, par exemple, on a 800 mètres carrés de surface développée, voilà, grosso modo, c'est ça qui fait tenir, c'est cette surface développée plus ces forces de capillarité qui fait tenir, qui donne la cohésion de la terre, qui fait qu'on peut construire avec finalement. Et donc, la dernière caractéristique, c'est le retrait. Donc ça, c'est très lié à la quantité d'argile, par exemple, où on va voir plus il y a d'argile, plus de l'eau va se mettre entre les lamelles, donc plus ça va gonfler. Et quand ça va sécher, il va y avoir un retrait plus ou moins important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec certaines terres ou pas. En termes de caractérisation, donc je vais pas vous détailler tout ça. Et l'idée de cette diapo, c'est de dire, voilà, en général, la terre, quand on veut construire avec, on la caractérise en parallèle de 2 façons. Donc, avec des essais terrain qui vont être du poussé, du goût, même de l'odeur, etc.
et des essais laboratoires en parallèle de granulométrie. L'objectif étant d'arriver aux mêmes conclusions pour se dire que bon, on a bien caractérisé la Terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que généralement, quand on construit en terre, à part si on va chercher des produits industriels qui sont un peu normés, il faut absolument faire un prototype de chantier, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les terres sont tellement variables et c'est tellement complexe, toutes les réactions qu'il peut y avoir dedans par rapport à l'histoire qu'il y a une certaine terre, etc., qu'on est incapable de la caractériser à 100% par des essais laboratoires et terrain. Et donc, on est obligé de faire, par exemple, un prototype de briques sur un chantier ou d'enduit avec différentes quantités d'eau pour savoir, voilà, quel est le bon mélange et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec une terre. Pour parler de la ressource. Donc, ce qui est intéressant avec cette ressource, c'est que déjà, c'est une ressource réversible. C'est-à-dire qu'on peut construire en terre, tant qu'on met pas d'adjuvant, de liant en plus, ça peut retourner à la terre comme ça l'est, comme on l'a prise finalement. Donc ça, c'est quand même intéressant pour la fin de vie des bâtiments, par exemple. Ensuite, c'est une ressource extrêmement abondante et qui est présente sur tout le territoire. Donc ça, il y a un petit exemple un peu parlant, une petite étude qui a été faite en Bretagne, par exemple, sur il y a beaucoup de constructions Bauge en Bretagne. Et donc, on considère qu'il y a à peu près 23% des terres de Bretagne qui sont adaptées à la Bauge. Et si on avait utilisé cette terre pour faire tous les bâtiments qui existent en Bretagne, plus tous ceux qu'on construit actuellement, en gros, on aurait consommé 2% de la ressource. Voilà, c'est juste pour avoir un petit peu un ordre d'idée de la quantité qu'il y a de disponible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est finalement, la première ressource qu'on peut avoir, c'est les terres d'excavation. Et donc, on peut valoriser quelque part un déchet. Donc, éviter que ça parte en décharge en réutilisant cette terre. Et là-dessus aussi, la ressource est gigantesque. Hein. Alors, ce schéma a beaucoup tourné, où on voit ici la taille que ferait un tas de terre composé en fait du déblai généré par l'ensemble des constructions du Grand Paris jusqu'à 2030. Voilà, c'est pour se rendre compte du potentiel qu'on peut avoir, quoi. Comment on valorise cette terre? Donc, il y a plusieurs façons de la valoriser, que j'ai classé ici du plus vertueux au moins vertueux. Il y a soit on réemploie sur site un matériau terre. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un site ou une ZAC. La terre d'excavation ne sort pas du site, donc n'acquiert pas le statut de déchet. Donc, on peut considérer que c'est un matériau. Ça, c'est plus facile pour l'utilisation. Et ça, c'est probablement l'utilisation la plus vertueuse. Avec deux choses qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité sanitaire et de traçabilité, c'est celui qui génère la terre. Donc là, ça va être la maîtrise d'ouvrage ou l'aménageur potentiellement. Et donc, c'est lui qui va être responsable de savoir si elle est polluée ou pas et de la traçabilité jusqu'à qu'elle soit employée dans le bâtiment. Et ensuite, il y a la responsabilité technique qui est là, comme d'habitude, c'est l'entreprise et la maîtrise d'œuvre. Deuxième chose, c'est la réutilisation hors site d'un déchet terre. Donc là, en fait, on va récupérer tout simplement la terre d'excavation d'un autre chantier. Donc, elle sera sortie du site du chantier, donc elle aura acquis le statut de déchet. Donc là, on a interdiction de vendre un déchet, hein, donc on ne peut pas lui acheter. Par contre, l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage qui a produit la terre, c'est d'éviter les coûts de mise en décharge. Donc, il y a des négociations qui sont possibles autour de ça. Attention là aussi, c'est que c'est celui qui a produit la terre qui est responsable de sa traçabilité. Et donc, tout l'intérêt, si vous récupérez la terre sur un autre chantier de celui qui l'a produit, c'est peut-être de perdre cette traçabilité. Donc, il faut être très vigilant avec ça. Et enfin, la dernière façon, c'est réutilisation hors site d'un matériau terre. Donc, tout simplement, c'est la terre issue de carrière. Voilà. Rapidement, juste pour un peu peut-être casser des idées reçues sur la terre crue. Voilà, c'est une technique qui a une très longue histoire. Hein. On a un des premiers, par exemple, monuments ici en Irak qui date de quasiment 3000 avant Jésus-Christ, qui est en terre crue et qui est toujours debout. On a beaucoup de monuments, même des villes entières qui sont en terre crue avec beaucoup d'étages, etc. On a la ville de Lyon, plus proche de nous, par exemple, où il y a énormément de bâtiments en pisé du XVIe siècle, XVIIe siècle. Donc voilà, c'est une technique très ancienne qui est beaucoup plus répandue qu'on pourrait le croire et qui a fait preuve finalement par l'histoire de sa tenue dans le temps. Donc là, on voit une petite carte, par exemple, de toutes les zones sur Terre où il y a de la construction terre crue. Et donc, c'est toutes les zones hachurées. Donc, on voit que c'est quand même réparti dans le monde entier. Et en France, on en a aussi sur toute la France, avec des techniques qui sont plutôt liées à des territoires en fonction du type de terre. Hein. Typiquement de la Bauge, plutôt en Bretagne, du pisé plutôt autour de Lyon, dans la vallée du Rhône, des adobes plutôt vers Toulouse, etc. Et grosso modo, aujourd'hui, il y a quand même 15% du patrimoine en France qui est construit en terre crue. Donc, c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc ça, c'était pour faire le petit focus sur la terre, pour comprendre un petit peu ses caractéristiques. On va aborder maintenant les techniques de construction.
Bon, grosso modo, on peut faire pas mal de choses avec la terre crue, que ce soit du remplissage d'ossature, des murs porteurs, des cloisons, des parements aux finitions, voire même du mobilier. J'aimerais juste, avant de vous décrire un petit peu les différentes techniques, revenir sur quelques définitions. Donc, la terre crue, il faut bien le garder en tête, c'est de la terre avec aucun intrant. Il y a pas de stabilisation. Le liant, c'est vraiment l'argile et c'est tout. Ensuite, il y a la terre stabilisée, qu'on appelle aussi des fois béton de terre. Et donc là, on a de la terre auquel on va rajouter un liant. Ça peut être du ciment, de la chaux ou autre. Et enfin, le béton de site, qui est finalement juste le fait d'utiliser les granulats du site. Donc, ça peut être stabilisé, non stabilisé, voilà, ça peut être divers. Voilà. Ensuite, donc, dans la terre crue, on a à peu près 9 grandes techniques qu'on a ici. Donc, que ce soit des enduits, de la terre allégée, des torchis, du pisé, de la bauge, de la terre coulée, BTM, donc c'est briques de terre moulée, mais c'est aussi ce qu'on appelle adobe, briques de terre extrudée et briques de terre comprimée, avec des lettres qui sont un petit peu le code aujourd'hui qu'on essaye de pousser pour homogénéiser les façons de parler de ces techniques-là. Et donc, ces techniques-là, on peut les répartir finalement dans ce tableau-là, où on a, est-ce que c'est porteur ou de remplissage? Est-ce que c'est une technique monolithique ou en maçonnerie? Et ensuite, on divise ça en fonction de l'état de la terre qui va être utile pour pouvoir construire cette technique-là. C'est-à-dire que certaines techniques, il faut de la terre humide, d'autres plastiques, visqueuses ou liquides. Aujourd'hui, en termes d'usage contemporain, voilà, c'est plutôt ces techniques-là qu'on voit sur les projets. Donc, soit du pisé, tout ce qui est maçonnerie, que ce soit bloc de terre comprimé, extrudé, adobe, etc. La terre coulée, qui se développe pas mal, et puis tout ce qui est mortier, puisque c'est quand même utile pour le reste. La bauge, le torchis, terre allégée, ça reste pour l'instant assez traditionnel. On voit peu de choses contemporaines avec, même si ça peut exister par an. Et donc, rapidement, sans aller trop dans le détail, mais en gros, ces techniques-là sont liées à des caractéristiques physiques de la terre. Typiquement, pour le pisé, par exemple, et le bloc de terre comprimé, il faut une terre qui soit compressible, à l'état humide, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour la bauge et les adobes, il faut une terre plutôt plastique, etc. Et donc, ces caractéristiques sont liées à des types de terre. Donc, par exemple, une terre compressible, c'est une terre équilibrée, donc avec des grains de toutes les tailles. Une terre plastique, il faut qu'elle ait pas mal d'argile, mais pas trop, donc argilo-sableuse ou limoneuse. Ici, pour le torchis, c'est plus argileux, etc., etc. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu la logique, sans aller expliquer un petit peu tous les détails autour de ça. Petit focus sur la stabilisation, parce qu'on en parle beaucoup. Donc, c'est le fait, donc, je l'ai dit, d'ajouter du ciment ou de la chaux ou autre, mais en tout cas un liant à la terre. Donc, en fait, on va avoir, en général, on rajoute un petit S, un BTC avec un petit S, etc. Donc, les intérêts que ça a, c'est quoi? Ça augmente la résistance mécanique, ça augmente la résistance à l'eau, ça permet un décoffrage pour la terre coulée. Et l'argument principal ensuite de ceux qui mettent ça en place, c'est que ça permet de rassurer un bureau de contrôle, un assureur, de sensibiliser et en fait, quelque part, de diffuser plus largement la construction de terre. Le risque qu'il y a, c'est que on finisse à faire par mettre de la terre stabilisée partout, ce qui serait un peu dommage. Parce que ça pose plusieurs problématiques, le fait de stabiliser la terre avec du ciment. Déjà, ça désactive les argiles. Donc, finalement, les argiles ne jouent beaucoup moins leur rôle de liant. Ensuite, ça fige les liaisons chimiques. Donc, en fait, on a une terre qui n'est plus réversible. Donc, on peut plus la remettre dans la nature comme ça. C'est du coup plus difficilement réparable aussi. Et enfin, ça dégrade considérablement le bilan carbone. Là, on a un petit exemple avec cette fresque ici, qui est en kilogrammes d'équivalent CO2 par mètre cube de terre, avec du béton de terre non stabilisé, donc de la terre crue, qui est à 18 par exemple là. Si on rajoute 3% de ciment pour stabiliser, on passe à 85. Vous voyez là quand même la différence. Si on rajoute 6%, on a 157, donc on est comme un peu du béton bas carbone. Et si on rajoute 11%, on se retrouve avec une terre stabilisée qui a le même bilan carbone que du béton classique. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut faire quand même attention avec cette histoire de stabilisation. Alors, ensuite les techniques. Donc, première technique, donc le pisé. On peut voir une image ici. Je ne vais pas rentrer forcément dans tout le détail, mais grosso modo, on a des banches et on vient y positionner par couche de 20 cm de la terre crue qu'on va venir tasser. Et donc, c'est ça qui a donné finalement les banches pour le béton. À la base, c'était pour le pisé que ça a été développé, ce type de technique. Ça, c'est la première technique. Les adobes. Donc là, on a la terre à l'état plastique qu'on va malaxer. Alors là, c'est avec les pieds, ça c'est de manière traditionnelle, évidemment. Maintenant, c'est avec des malaxeurs.
Et ensuite, on va venir les mouler pour les faire sécher. On a ensuite la BTC. Donc là, c'est un peu le même principe, mais sauf qu'on va compresser la terre à l'état humide plutôt que de la mouler. On a la brique de terre extrudée. Donc là, c'est un petit peu le même principe qu'utilisent les briqueteries pour faire leurs briques, sauf que juste, on va pas cuire la terre quand elle sort de l'extrudeuse. La bauge, donc là, pareil, de la terre à l'état plastique qu'on va malaxer, on va en faire des sortes de boules, et on va faire un mur avec, on va ensuite couper, comme on peut voir sur cette photo-là. Le torchis, donc là, on mélange de la terre et de la paille, de poupée qu'on va enrouler autour d'une élément en bois. La terre allégée, donc là, c'est la seule technique de terre crue qui est vraiment isolante, puisque vraiment, on va mélanger de la terre à l'état liquide, voire visqueux, avec de la paille, du chanvre, etc., pour en faire, entre branches aussi, un isolant, tout simplement. Les enduits, donc il y a beaucoup d'enduits en terre crue, ça a quand même pas mal d'avantages. On peut utiliser comme frein à vapeur. Ça apporte de l'inertie, il suffit d'avoir 4-5 cm. La régulation hygrothermique, c'est par flamme, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la résistance au feu d'une paroi en ajoutant un enduit terre. Et ça a une durabilité qui est quand même importante, qui est considérée supérieure à celle de la peinture. La terre coulée, donc on en parle aussi beaucoup. Vous avez quelques images ici, qui est assez intéressante parce que finalement, on utilise les mêmes outils exactement que pour le béton. On va couler entre banches. Donc avec les mêmes banches, la même benne à béton, etc. Et donc en fait, on peut très facilement, pour une entreprise qui fait du béton, apprendre à faire de la terre coulée quelque part. Il y a quand même des différences évidemment, mais peut-être que la différence majeure, c'est que il faut quand même 2 jours de séchage pour avant le décoffrage, alors que pour du béton, c'est plutôt 24 heures, voire des fois moins. Ensuite, il y a quelques caractéristiques pour cette terre coulée. Déjà, le liant est indispensable. Ça, c'est une problématique qu'on a. Alors, aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont faites pour se passer de liant, voilà, avec des fibres à l'intérieur, voire des liants végétaux, etc. Mais pour l'instant, c'est encore à l'état expérimental. Et du coup, le problème, c'est qu'on est obligé de rajouter du ciment, en fait. Pas tellement pour améliorer la résistance, mais pour permettre le décoffrage rapide. Sinon, en fait, il faudrait plusieurs semaines pour décoffrer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour faciliter la formulation de la terre, puisqu'en fait, pour pouvoir la couler, il faut qu'il y ait quand même une certaine composition granulométrique. Et du coup, on est souvent obligé de mettre des adjuvants, rajouter un peu de sable, etc. Et ça va casser un peu les liaisons argileuses. Et donc, on est obligé d'un peu les recréer avec du ciment. Et enfin, il faut éviter qu'il y ait trop de retrait. Et le problème, c'est si on n'a que de l'argile comme liant, quelque part, on va être obligé de mettre beaucoup d'eau pour pouvoir le couler. Et du coup, il y aura beaucoup de retrait après. Et donc, ça colle pas. Première chose. Ensuite, en termes de réglementation, sur la terre coulée, il n'y a pas d'avis technique ou de règles pro. Il y a des ATEX de chantier. Alors, il y en a qui évitent l'ATEX en mettant assez de ciment pour atteindre les résistances à la compression les plus basses du béton. Mais bon, ce qui est un peu dommage, puisque du coup, on dégrade le bilan carbone. Et donc, en termes d'environnement, au final, ça peut avoir un intérêt si vraiment on met peu de ciment, moins de 3%, et si la terre est extraite sur site, où ça permet de réutiliser un potentiel déchet. Il y en a qui voilà, du béton de terre pour faire des chapes qui font aussi office de finition. Donc, on a Argilus qui propose ça, par exemple. On a beaucoup de produits qui se développent aussi de plaques en remplacement du BA13, par exemple. Donc, il y a pas mal de fabricants qui font ça en terre crue compressée. Donc, c'est intéressant, hein, c'est en moyenne 3 fois moins carboné qu'un BA13. Et ça permet d'introduire cette capacité de régulation hygroscopique, d'inertie, etc., qui peuvent être un plus. Et je finirai en termes de technique par des techniques en développement qui est l'impression 3D en terre crue. Donc, il y a des recherches qui sont faites, notamment en Catalogne, à centre IAAC. Là-dessus, il y a une maison thèse qui a été faite, maison Tecla en Italie, par exemple. Et donc, on voit ce que ça peut donner. Donc là, il a suffi de 200 heures, je crois, pour faire cette maison. Et donc, voilà, ça permet des formes architecturales assez intéressantes, assez atypiques. On a aussi encore d'autres exemples ici. Et ça peut être des pistes pour la suite, quoi. Voilà. Donc maintenant qu'on a un petit peu balayé les différentes techniques de construction qui existent et qu'est-ce que c'est que la terre, on peut parler quelque part de quels sont les bénéfices et quelles sont les contraintes de ce matériau sur un projet. Donc on peut résumer ça dans ce tableau, voilà, avec des éléments qui sont vraiment des bénéfices, des éléments qui sont un peu partagés, c'est surtout l'acoustique et l'incendie,
et des éléments qui sont contraignants et potentiellement, voilà, comment on peut y répondre. Alors, déjà, en termes de bénéfices. Le bénéfice principal, c'est probablement en termes de confort d'été et de régulation hygrothermique. Là, on a un matériau qui est extrêmement performant. Pour gérer le confort d'été, d'après moi, il y a pas mieux. Déjà, ça apporte de l'inertie puisque c'est massif. Voilà. Ensuite, ça apporte de la régulation hygrothermique. Donc, ça, c'est grâce à la capacité d'échange d'eau avec le milieu extérieur et ce caractère eau capillaire condensée, eau vapeur en permanence qui va passer d'un état à un autre dans la Terre. Et donc, ça fait qu'en fait, finalement, la Terre agit un peu comme un matériau à changement de phase, comme d'ailleurs certains matériaux biosourcés, puisque quand il va faire chaud, l'eau va avoir tendance à s'évaporer, l'eau condensée capillaire dans la Terre. Et donc ça va absorber une énorme quantité d'énergie. Et donc, ça va participer au refroidissement de la pièce. Et inversement, quand il va faire plus froid, l'eau va avoir tendance à condenser capillaire dans les pores. Et ça va dégager de l'énergie. Et donc, on considère que ça peut réguler l'ambiance de plus de degrés, moins de degrés. Voilà, donc ça, c'est quand même super intéressant, quoi. Pour construire bas carbone, donc bon, on a déjà parlé de ce graphique tout à l'heure, hein, mais grosso modo, si on stabilise pas la terre crue, ça a un très bon bilan carbone. Il faut faire quand même toutefois attention à plusieurs choses. Il y a pas mal de choses. Bon, il y a la stabilisation qui a un impact sur le carbone. Il y a aussi la mode de mise en œuvre. Là, on a une petite étude qui a été faite, par exemple, avec ici en ordonnée les kilogrammes de CO2 équivalents. Pour une bauge en pose manuelle, on considère que c'est 1. Si on fait une pose mécanisée sur le réseau, bon, on multiplie le bilan carbone par 2. Bon. Si on fait une pose, par exemple, avec un groupe électrogène sur du pétrole, on multiplie par 38. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Ça reste inférieur à un parpaing, voilà, mais du coup, ça joue beaucoup sur le bilan. Et la deuxième chose, c'est le transport. C'est quand même un matériau lourd, et donc plus on a de transport, plus le bilan carbone augmente. Et donc, on estime qu'au-delà de 50 km, il faut commencer peut-être à regarder ce paramètre de manière sérieuse, parce que ça peut être contre-productif finalement. Ensuite, c'est une ressource qui permet de limiter l'utilisation des ressources comme le sable, typiquement pour le béton, et la production de déchets. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein, voilà, une ressource réversible, abondante, et un déchet présent en abondance aussi. En termes de santé et de bien-être. Donc là aussi, c'est intéressant parce que c'est un matériau inerte. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, etc., de polluants. Donc, on n'a pas le droit de construire avec des terres polluées, il faut le savoir. Et donc, on a un matériau qui est sans composés organiques volatiles, qui est plutôt sain pour l'intérieur, qui régule l'humidité autour de 50%. C'est super intéressant parce que c'est le taux d'humidité un peu idéal pour l'être humain. Et enfin, qui est biophilique. Donc, voilà, la biophilie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la propension de l'humain à apprécier, aimer, se sentir bien en présence du vivant. Donc là-dessus, il y a une petite citation d'un poète et écrivain français qui résume bien la chose, je trouve, Francis Ponge, qui dit « Ce qui est tout à fait spontané chez l'homme touchant la terre, c'est un affect immédiat de familiarité, de sympathie, voire de vénération quasi filiale, parce que c'est la matière par excellence. » Voilà. Ça résume un petit peu peut-être les sensations qu'on peut avoir dans un bâtiment qui est construit en terre crue. La durabilité dans le temps, malgré peut-être les a priori là-dessus, toutes les F2S de terre crue ont une durée de vie de plus de 100 ans, déjà. On a quand même pas mal d'éléments historiques qui montrent que ça dure dans le temps. Un petit exemple, par exemple, sur le côté l'érosion à cause de la pluie, par exemple, c'est 1 cm tous les 100 ans, ce qui n'est pas très bien protégé, donc ça reste quand même acceptable. Et ce sont des techniques qu'on peut, alors le piser, c'est un peu plus difficile, mais pour le reste, on peut faire des reprises assez faciles. Ensuite, des points qui sont un peu plus partagés. Déjà d'un point de vue acoustique. Donc la problématique qu'on a sur l'acoustique, c'est que les connaissances sont encore un peu limitées sur le sujet. Il y a très peu de PV/DC acoustiques. Et ensuite, on a un matériau qui est extrêmement variable. Donc on a certains industriels qui ont produit des PV, mais qui vont pas du tout être valables si vous faites de la daube à partir de la terre du chantier d'à côté, par exemple. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, parce que dans les faits, en termes physiques, c'est un bon matériau. Typiquement, en termes d'absorption acoustique. Donc, il y a un PVDC, BC matériel, qui montre une absorption de 0,6. Donc, comme c'est un matériau poreux, finalement, ça limite la réverbération. Et donc, c'est assez bon pour l'acoustique dans une salle de concert ou autre. Et on a cet exemple-là, cette photo-là. Donc, c'est une salle de conférence-concert du pôle culturel de Cornubarieux qui a été fait en terre crue.
Et a priori, les retours dessus sont très, très positifs, même des musiciens, etc., où on a vraiment une acoustique qui est excellente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça permet une bonne isolation acoustique parce que c'est massif. C'est comme du béton, c'est massif, et donc ça permet un affaiblissement important. Et on a notamment Stipleter qui a fait pas mal de PVDC pour montrer ça. En termes d'incendie, on est un peu sur la même problématique, c'est-à-dire que c'est peu caractérisé, il y a peu de PVDC, une ressource qui est très variable, donc ça change d'un projet à l'autre, voilà. C'est compliqué de généraliser, disons. Alors que les caractéristiques sont quand même plutôt positives. Déjà, c'est non inflammable, donc classé A1 en termes de réaction au feu, à part s'il y a plus de 1% de fibres dans le mélange. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ça a quand même une bonne résistance au feu. Finalement, si on met le feu à de la terre crue, ça fait de la terre cuite quelque part. Et donc, on a un PVDC de cycle terre, par exemple, pour des briques de terre compressées de 15 cm d'épaisseur, avec dans une structure poteau, poutre, béton. Et on a un mur qui est coupe-feu 4 heures. Voilà, donc ça a un intérêt là-dessus. Je le disais tout à l'heure, si on ajoute un enduit terre crue à une paroi, on peut potentiellement augmenter un petit peu sa résistance au feu. Donc, malgré le fait qu'il y ait peu de documentation, c'est quand même intéressant sur ce sujet-là aussi. Ensuite, les contraintes. Donc, la première chose, c'est la terre n'est pas un isolant. Parce que des fois, on a envie de se dire, voilà, ça fait partie des matériaux biosourcés, géosourcés, on peut le mettre en façade, mais non, ça isole pas en fait. Enfin, en tout cas, ça isole pas selon la réglementation actuelle. Là, on a un petit exemple de conductivité thermique, d'accord. L'isolant, on est autour de 0,035, 0,04. Donc, c'est une bonne isolation. La terre crue, grosso modo, on est autour de 1, quoi. Donc, on peut pas considérer que c'est vraiment un isolant, sauf la terre paille, puisque là, on a la paille qui fait office d'isolation. Donc, ça, c'est quand même important à comprendre. C'est-à-dire qu'on peut, si on le met en façade, on est obligé de rajouter un isolant devant ou derrière. Mais ça peut être un peu discuté. Je m'explique. Donc la problématique qu'il y a, c'est que on a caractérisé la Terre en termes de conductivité et donc de transfert de chaleur dans le matériau comme si c'était un élément homogène, solide, quoi, disons. Sauf que ça, c'est faux puisque dedans, il y a des parties gazeuses, donc de l'air, il y a de l'eau à la fois sous forme condensée, sous forme vapeur, etc. Donc en fait, on a tout un tas de phénomènes. On a de l'évaporation, de la condensation, des phénomènes de convection, de la conduction dans du solide, de la conduction dans du liquide, etc. Et donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc on a une petite expérience qui a été faite que moi je trouve très intéressante dans le cadre noir ici. On a ici, vu de dessus, 2 pièces, donc qu'on appelle des enceintes climatiques fermées, avec entre les deux un mur en pisé. Ici. Et donc, on a dans l'enceinte A certaines conditions au début de l'expérience, donc 20 degrés et 50% d'humidité. Et dans l'enceinte 2, qu'on considère comme l'intérieur, on a ces mêmes conditions, 20 degrés et 50% d'humidité. Et l'idée ensuite est de faire varier les conditions dans l'enceinte 1, ici, et de voir comment ça se passe dans la terre crue. Et donc, il y a des capteurs de température ici. C'est ici qu'on a à l'intérieur du mur. Et donc là, sur ce graphique, vous allez voir en abscisse le temps. Donc c'est par tranche de 24 heures, on fait varier les conditions uniquement dans la pièce 1. Et ici, vous avez la température à cœur du pisé. D'accord ? Et donc, vous avez en orange la température, ici, le trait qui n'est pas en pointillé, le trait plein, la température à cœur du pisé. Donc, au début, vous avez 20 degrés ici. Vous faites passer à 10 degrés. Et donc, vous voyez que la température dans le pisé va descendre vers 17, grosso modo. Puis, vous passez la température ici dans l'enceinte 1 toujours à 40 degrés. La température dans le pisé va monter jusqu'à quasiment 25. Et ensuite, vous remettez 20 degrés ici, et donc vous voyez que ça stabilise à 20 degrés. Ensuite, si vous faites la même chose avec un modèle théorique, selon les chiffres qu'on utilise aujourd'hui pour caractériser la terre crue dans une thermique, dans une STD, etc. Donc, sans prendre en compte tous ces changements de phase de l'eau, etc. Avec un lambda, du coup, une conductivité de 1, le modèle que vous obtenez, c'est le pointillé orange ici. C'est-à-dire que la température est censée descendre jusqu'à 15 degrés, remonter à 30 degrés, ce qui n'a rien à voir finalement avec la réalité. Et donc, si on change les caractéristiques physiques du modèle théorique, qu'on change cette conductivité, en changeant le lambda, par exemple, pour 0,2 en jaune, puis 0,1 en blanc,
on voit que finalement, le modèle le plus proche de la réalité, c'est avec un lambda de 0,1. Donc, finalement, une caractéristique isolante de la terre crue qui apparaissait pas de prime abord. Voilà, c'est un petit peu pour contrebalancer le fait que c'est pas un isolant, mais finalement, dans la réalité des choses, ça isole grâce à ces caractéristiques physiques qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans les études, malheureusement. Ensuite, la résistance à la compression. Donc ça, c'est une contrainte parce qu'elle est quand même limitée. Vous avez ici un graphique de la résistance à la compression en mégapascal. Et vous voyez la terre crue en orange ici. Donc, on est entre 2 et 4. En soi, on peut peut-être monter même jusqu'à 5 pour de la terre crue. Mais voilà, on est très loin d'un béton classique, quoi. Après, on peut stabiliser. Donc, ça permet d'augmenter potentiellement cette résistance jusqu'à un béton classique. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de ciment que ça n'a plus aucun sens, finalement. Et donc, tout ça pour dire quoi? Quelque part, on parle aujourd'hui beaucoup du bon matériau au bon endroit. Et là-dedans, on est typiquement sur le sujet-là. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'utiliser la terre crue partout. C'est-à-dire si on a un ouvrage, un mur qui est censé résister à une très forte résistance à la compression, qui est très sollicité de manière structurelle, mettre de la terre crue, bon, on va le stabiliser, mais au final, on va devoir mettre un volume, une épaisseur plus importante, avec du ciment en quantité, et finalement, on va avoir un bilan carbone qui est plus mauvais qu'un bon béton armé, quoi. Donc, quelque part, la terre crue, il faut peut-être la garder pour des ouvrages un peu moins sollicités structurellement, pour que ça ait vraiment un intérêt. Et de même, la terre stabilisée, ça peut avoir un intérêt par endroit, typiquement en pied de mur, des endroits qui sont sensibles à l'humidité, ben, peut-être que ça peut être intéressant. Ou dans un angle de mur où les problématiques d'abrasion sont plus importantes, peut-être que la terre stabilisée peut être intéressante. Donc ça pour dire que c'est un peu des matériaux finalement qui sont complémentaires. Voilà. La sensibilité à l'eau. Donc ça, c'est assez fondamental. Donc en termes de vapeur d'eau, ça, il n'y a pas de souci, on peut atteindre 100% d'humidité. La Terre a une capacité d'absorption très importante. Il y a de l'eau à l'intérieur, comme vapeur, condensé capillaire en permanence. Tant que l'eau peut s'échapper, donc c'est-à-dire qu'on ne ferme pas le mur, il n'y a pas de souci. En termes d'arrosage, tout ce qui est projection ou pluie, ça peut créer des désordres, mais qui sont plutôt esthétiques. C'est-à-dire qu'on va avoir une érosion de surface finalement. Et donc c'est pour ça que généralement la terre crue en extérieur, à part dans les climats secs, on a toujours des avant-toits très importants et on évite les façades qui donnent sur les pluies battantes. Et le dernier point, c'est l'imbibition. Donc ça, par contre, c'est absolument à éviter. C'est-à-dire qu'on atteint la saturation du mur en eau liquide, soit par des remontées capillaires ou autres. Et là, clairement, on a parlé tout à l'heure des 5 états de la Terre. Si l'état, c'est l'état liquide, ça s'écroule, tout simplement. Et donc pour ça, il faut absolument lutter contre. Et donc, il faut un mur perspirant qui peut évacuer l'eau, jamais atteindre cet état de saturation. Et surtout, il faut des ruptures de capillarité, mais un peu comme pour le bois, etc., au niveau du sol. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, pour la terre crue, on parle aujourd'hui, on a toujours parlé comme ça, de bonnes bottes et un bon chapeau. C'est-à-dire qu'il faut, si la terre est en extérieur en tout cas, des avant-toits conséquents et une rupture de capillarité conséquente. Et c'est ce qu'on voit dans cette construction traditionnelle, un avant-toit important, une rupture de capillarité en briques de terre cuite, et même ici, ils ont mis les angles pour ces problématiques d'abrasion. Voilà. Et donc, c'est la même chose sur ce bâtiment un peu plus moderne, où on voit que la terre crue est largement protégée par des avant-toits très, très conséquents. Sensibilité à l'abrasion, qui peut aussi être problématique, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si on frotte le mur en terre crue, ça peut faire un petit peu de poussière potentiellement. Et donc, il y a différents moyens de se protéger de ça. Donc, on peut mettre des lasures, mais il faut les changer régulièrement, c'est le problème. On peut mettre des vernis chimiques qui ont plus besoin d'entretien, mais qui sont chimiques, donc c'est un peu dommage. On peut travailler avec des jeux de mobilier. C'est par exemple un exemple sur une école. On va mettre des porte-manteaux en pied de mur pour éviter que les enfants viennent gratter le mur. On peut utiliser de la cire d'abeille ou de carnauba. Ou enfin, on peut par exemple utiliser la terre stabilisée ou de la terre cuite, qui est beaucoup moins, qui a moins d'abrasion. Juste en pied de mur, par exemple, ou dans un angle, etc., comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, une contrainte réglementaire. Donc aujourd'hui, la terre crue, il n'y a pas de DTU, il n'y a pas de règle professionnelle, donc c'est une technique non courante.
Donc, on a à la place de ça des guides des bonnes pratiques, donc il y en a 6. Donc, sur le pisé, les enduits, le torchis, les terres allégées, la bauge et les briques de terre crue, pas compressées d'ailleurs, qui peuvent permettre de faciliter l'accessibilité par un bureau de contrôle, mais qui n'en font pas une technique courante pour autant. Il y a quand même des ATEX de type B, qu'on peut potentiellement utiliser comme argument. Il y a 5 ATEX de type A sur différents éléments. On a la norme pour les BTC NFXPP 13901 qui a été développée à la base pour Mayotte, mais qui est utilisable aussi en France et qui a été révisée en 2022, donc qui peut être utile. On peut s'appuyer sur les DTU enduits, qui a été révisé pour y intégrer la terre crue, et le DTU 20.1 sur les ouvrages de maçonnerie de petits éléments. Les tests en laboratoire, qui sont notamment obligatoires à partir du R+2, peuvent être utiles aussi. Parfois, ils permettent de convaincre un bureau de contrôle ou un assureur et de ne pas avoir besoin de faire d'ATEX. Pour la structure, alors, on n'utilise pas les zéro-codes parce qu'en fait, les logiciels ne prennent pas en compte les caractéristiques de la terre crue. Donc, il y a des guides dans le guide des bonnes pratiques, il y a des solutions de dimensionnement. Et enfin, on a une norme allemande qui peuvent être utilisées aussi comme appui potentiellement. Voilà, mais tout ça pour dire qu'on est obligé de passer un peu, pour éviter de faire un ATEX, il faut passer par pas mal de choses pour convaincre son bureau de contrôle et son assureur. Et enfin, le coût. Alors, ça, c'est plutôt à titre indicatif, hein. Il faut le voir plutôt comme des coûts relatifs des techniques les unes par rapport aux autres, mais ça permet de se faire peut-être une idée du surcoût qu'on peut avoir construisant en terre crue par rapport à quelque chose de plus conventionnel comme du béton. Le béton coulé, la terre crue coulée, c'est la technique la moins chère. C'est-à-dire qu'on a une technique qui est quasiment iso-coût avec du béton de ciment. La différence de coût principal, c'est plutôt le coût des études, finalement. Et ensuite, les techniques les moins chères, et d'ailleurs ce qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est tout ce qui est briques de terre comprimées et briques de terre extrudées, pardon. Où on a des coûts qui sont probablement les plus faibles par rapport aux autres techniques, avec aujourd'hui un développement des méga BTC. Donc, au lieu d'avoir des petites briques, on va avoir des plus grosses briques. Donc, ça va diminuer le coût de pose et donc le coût de la technique, quoi. Et la plus chère, c'est le pisé, qui est vraiment beaucoup plus cher que les autres, hein. C'est quand même utilisé aujourd'hui parce que ça a une qualité de rendu qui est quand même assez particulière, exceptionnelle. Et donc, c'est quand même mis en œuvre malgré ce coût qui est assez important. En termes rapidement de retour d'expérience. Alors, la première chose, c'est que faire avec la terre crue. Alors, on peut faire beaucoup de choses. De notre avis, en ayant étudié ce matériau, ce qui est le plus pertinent aujourd'hui et probablement le plus simple, c'est de faire des murs d'enveloppe en terre crue, donc en remplacement par exemple du béton, donc porteur ou non porteur, mais idéalement porteur, même si c'est plus compliqué vis-à-vis des bureaux de contrôle, avec le mur qui est vraiment en terre crue, qui est côté intérieur et pas extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on va isoler par l'extérieur. Et ça permet d'avoir de l'inertie, de construire plus bas carbone, d'avoir toute la régulation hydrothermique de l'ambiance de la pièce, et ensuite et ça permet d'avoir un déphasage au niveau du mur. Donc c'est intéressant pour toutes ces caractéristiques-là. Il y a des fois des projets qui isolent par l'intérieur, c'est un peu dommage. Alors c'est bien parce qu'on voit la terre crue du coup, mais du coup on perd toutes ces caractéristiques de régulation, d'inertie, etc. Donc moi je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt. Et on peut l'utiliser aussi comme en intérieur, comme cloisant, comme refend, pour faire des murs, etc., pour les mêmes propriétés que ça peut apporter. Et donc ça permet d'éviter peut-être toutes les contraintes extérieures de protection vis-à-vis de la pluie, etc., tout en ayant, ça nous apporte toutes les propriétés intéressantes de la terre dans un bâtiment. Rapidement, 2 petits retours d'expérience. Alors ça, c'est en conception, hein, donc on ne peut pas trop détailler, mais sur un collège, par exemple, où on est en train de réfléchir au séparatif entre salle de classe et circulation en briques de terre compressée. Donc c'est ces murs qu'on voit en rouge sur la coupe que vous voyez. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc on arrive finalement à obtenir les caractéristiques acoustiques qu'il faut, les caractéristiques incendie qu'il faut. Ça apporte de l'inertie, une régulation. Donc voilà, c'est tout un autre avantage. Et donc on fait plomber ici les murs les uns sur les autres par rapport aux poutres porteuses pour avoir quelque chose qui se tient, quoi. Un autre exemple, donc ça c'est un bâtiment en sous-sol avec lequel on travaille avec Sogaris qui est en chantier, où en fait on est en train de transformer un parking terrain en lieu de micro-logistique et de service. Et donc là vous avez le sous-sol 1
avec ici une salle de réunion associative et ici plutôt des bureaux d'accueil. Et notre problématique là, c'était, on avait une problématique de confort thermique, puisque là on a des gros murs en béton qui étaient froids en hiver, et donc on avait un inconfort lié à ça. Et une problématique aussi un peu d'humidité, voilà, parce qu'on est en sous-sol avec une humidité qui varie beaucoup, etc. Et donc on a fait le choix de faire des compléments d'isolation, un correcteur thermique, voilà, en béton de chanvre ici, en bloc de béton de chanvre, au niveau de ces murs ici en bleu. Donc, ça permet de limiter la sensation de paroi froide, de limiter forcément un peu les déperditions. Et on vient finir ça avec un enduit en terre crue, comme on peut voir là. Et en fait, là, ce qui est très bien, c'est que la terre crue fonctionne très, très bien avec le béton de chanvre. En fait, elle permet au béton de chanvre le maximum d'échanges hygroscopiques avec la pièce ambiante. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant de faire ça en terre crue, outre la finition, etc. En termes de conclusion. Alors, nous, les enjeux qu'on a identifiés et auxquels la terre crue permet de répondre aujourd'hui, pour nous, le principal, c'est déjà assurer un confort d'été sans climatisation. Clairement, là-dessus, il n'y a pas mieux comme matériau, quoi. Ça a vraiment des caractéristiques extrêmement intéressantes. Réduire, évidemment, les émissions carbone. Limiter la consommation des ressources et la production de déchets. Construire sobre et réversible. Et enfin, assurer des bâtiments sains. Voilà, ça répond quand même pas mal d'enjeux d'aujourd'hui. Et les défis à venir pour la suite, ils sont quand même multiples. Déjà, il y a un défi écologique. Donc, c'est-à-dire pousser vers le non stabilisé, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, on voit qu'il y a un emploi de plus en plus massif du stabilisé, parce que ça rassure tout le monde de mettre du ciment, voilà, clairement. Et donc, c'est peut-être un peu dommage, il faut faire attention à ça. Pousser vers l'utilisation des déblais de chantier, ou voire de la production sur site, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, alors, ça a ses avantages et ses défauts, mais c'est de plus en plus l'industriel qui propose des produits à partir de carrières. Ensuite, il y a un défi en termes de confort. Donc là, c'est vraiment prouver les caractéristiques physiques de ces matériaux en termes de confort et les prendre en compte dans les études, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les RT et dans les STD, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc dans ce cadre-là, Arpastance, nous avons développé là depuis 2 ans une offre sur les écomatériaux, une offre de conseil. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre et de la formation sensibilisation. Et donc ça concerne bien évidemment l'intercrue. Ou sur un projet, ça va vraiment de la définition d'une stratégie au suivi de chantier, en passant par la conception du projet, sa définition, etc., etc. Donc là, vous avez un petit détail, donc je ne vais pas forcément vous détailler ça maintenant. Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Et donc, s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc dans ce cadre-là, Arpastance, nous avons développé là depuis 2 ans une offre sur les écomatériaux, une offre de conseil. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre et de la formation sensibilisation. Et donc ça concerne bien évidemment l'intercrue. Ou sur un projet, ça va vraiment de la définition d'une stratégie au suivi de chantier, en passant par la conception du projet, sa définition, etc., etc. Donc là, vous avez un petit détail, donc je ne vais pas forcément vous détailler ça maintenant. Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Et donc, s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonjour de nouveau, je vais faire la voix off, c'est de nouveau Gwenelle Chabroulet pour indiquer. Ah voilà dans l'écran. Donc je partage avec Xavier les quelques questions qui ont été posées, donc certaines concernaient les éléments et les défis réglementaires et des avis. Donc je pense que Xavier a apporté une partie de la réponse il y a quelques slides dans sa présentation. Et donc il reste quelques questions qui sont de l'ordre d'enjeux techniques. En particulier sur un des avantages de cette terre crue qui est le confort d'été. Et donc, une des questions qui est posée, c'est quelle isolation thermique mettre en œuvre pour conserver ce rôle de confort d'été dans le cadre de la mise en œuvre du projet avec terre crue? Alors, je ne comprends pas tout à fait la question. Grosso modo, sur la terre n'est pas l'isolant, à part si on fait de la terre allégée. Donc, si on veut un bon confort d'été, grosso modo, il faut que la terre soit à l'intérieur. Et ensuite, le degré d'isolation, ça, c'est à gérer avec les RT, etc. Donc, avec une résistance de 6, de 5.
C'est compliqué, ça dépend des projets, de la localisation géographique. J'ai pas une réponse toute faite à cette question-là, malheureusement. Je pense que ce qu'on peut rappeler, c'est le bénéfice et l'avantage de cette solution en matière de confort d'été et le fait que ce confort d'été doit être mis en œuvre dans le cadre d'un contexte particulier de chacun des projets. Ne pas isoler à l'intérieur. Si on a fait des murs extérieurs en béton, en terre, c'est le principal sujet. Ensuite, il y a des questions sur les aspects de fissuration. Donc, est-ce que en cas de pause en envie de finition, si la terre se rétracte suite à la déporation de l'eau, y a-t-il des risques de fissuration? Et on a aussi une question qui est liée sur les avis techniques, oui, mais sur la fissuration de la terre, voilà. Donc, la question a été posée. La partie fissuration, en fait, déjà, on a plusieurs couches. Hein. C'est le même principe que pour les enduits un peu plus classiques. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une couche d'accroche, une couche de finition, etc. Et on va mettre plus ou moins d'eau, on va utiliser tel type de terre qui sont faites justement pour limiter le retrait au maximum. C'est-à-dire que la couche de finition, il va y avoir un retrait très faible, le corps d'enduit un peu plus, etc. quoi. Donc ça se gère comme ça en choisissant sa terre, sa quantité d'eau. Donc ça, c'est l'artisan qui sait faire ça, tout simplement. Ensuite, il y a des questions qui sont liées à la production sur place, donc en particulier les contraintes en termes de protocole, en termes de temps, de coût de la production sur place afin de trouver la bonne texture du matériau en terre crue. Il y avait d'autres questions qui étaient posées sur sur ces solutions de mise en œuvre in situ. Les contraintes, protocole, temps, coût, ok. C'est un thème large, il y a plein de questions. Mais grosso modo, en amont, alors ça dépend des projets, mais en amont du projet, il faut organiser la tête, analyser son terrain. On va faire différentes expériences en laboratoire et des essais terrain. On va pouvoir même faire des essais sur différents types de briques, par exemple. Et à partir de là, il va pouvoir dire si on peut construire aussi oui et avec quelle technique de construction terre, quoi. Parce qu'il faut quand même savoir que si on prend une terre d'un site et qu'on choisit la mauvaise technique et pas vraiment adaptée à la terre du site, on peut faire augmenter les prix x3 ou 4, quoi. Donc, c'est indispensable. Les solutions hors site ou préfabriquées sont-elles envisageables? Alors, oui, ça existe. Je sais qu'il y a un projet où ils ont fait, je crois, du pisé préfabriqué. Sinon, après, c'est tous les produits, finalement, tout ce qui est briques de terre compressées, de briques de terre extrudées, qui sont finalement des produits qui sont déjà préfabriqués et qu'on va venir juste poser sur site et pas forcément les faire nous-mêmes sur le site du chantier, quoi. Je pense qu'on a couvert un certain nombre de questions. Vos questions sont, juste voilà. Vos questions sont nombreuses, que vous avez été très nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Vous étiez plus de 300 inscrits à ce webinaire, ce qui montre vraiment l'intérêt pour le sujet. Et puis, le nombre de questions aussi que vous posez montre cet intérêt. Ce que je vous propose, c'est que des contacts puissent être pris avec Xavier, avec l'équipe d'Arpas France pour pouvoir répondre à d'autres questions qui sont plus spécifiques à des projets. Il est maintenant midi, donc voilà, nous avons pour habitude de vous libérer à peu près à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est que on ne profite pas d'échanges in situ puisque nous ne sommes pas tous ensemble dans les mêmes locaux, mais qu'on puisse continuer ces échanges en restant en contact. Donc, vous avez là les contacts de Xavier sur cette slide. Voilà, nous aurons l'occasion de poursuivre les échanges sur d'autres sujets qui sont aussi dans ces thématiques des innovations liées à la construction, donc ventilation naturelle et construction paille en novembre, voilà, qui terminera le cycle de 2022 sur ces différents sujets. Donc, d'autres webinaires sont en cours, mais je pense que vous recevez les invitations où vous nous trouvez sur les réseaux sociaux avec l'information. Donc, me reste à vous remercier de votre présence pour ce webinaire, voilà, pour l'intérêt de vos questions et de vous souhaiter une agréable journée. Merci à tous.